Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare, il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live, jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le directeur de la délégation départementale de l'ARS Occitanie qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Claude Rolls fera le point pour Objectif Gare sur la situation sanitaire dans le département. On parlera aussi des tensions dans les hôpitaux et on fera le point sur les EHPAD. Bonsoir, monsieur Rolls. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce soir, on vous retrouve dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est Benoît Rouag, le président de l'Université de Nîmes, qui sera avec nous. Avec lui, on évoquera l'organisation de l'établissement supérieur nîmois en temps de crise. On vous proposera notre reportage du jour. On est parti à la rencontre de Christophe Bette, le directeur de Culture Espace, le gestionnaire des monuments antiques nîmois, contraint à la fermeture de tous les sites et à l'annulation de tous les spectacles. On accueillera ensuite en plateau Fred Jumel, le directeur de Paloma. La scène de musique actuelle est fermée à cause du Covid, mais on va en profiter pour se remémorer les meilleurs souvenirs d'artistes. Et ce soir, on parle de Stromae. Puis c'est notre journaliste Stéphanie Marin qui nous donnera des nouvelles du maire de Fourques. Enfin, vous retrouverez la minute reconfinement comme chaque soir. Merci à tous d'avoir choisi 19h le live. Place aux 24h Actu. Et pour ce 24h Actu, c'est Corentin Corgé qui est avec nous. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Rolls. Vous allez bien Corentin depuis le mois de mai dernier? Eh bien oui, très heureux d'être à nouveau dans 19h le live. Allez, on débute Corentin avec des chiffres alarmants du Covid-19 dans le département. Et oui, on va démarrer avec ce graphique que vous allez pouvoir voir, réalisé par notre journaliste Thierry Allard. On voit ce trait vert qui ne cesse de grimper, qui représente le nombre d'hospitalisations dans le Gard. En 2 semaines, on est passé de 132 à 300 hospitalisations. C'est tout simplement 2 fois plus important que le pic de la première vague. Évidemment, cette croissance du virus se retrouve aussi au niveau des cas en réanimation. On en est à 60 actuellement, alors que l'on n'a pas dépassé les 43 patients en début d'année. Et puis, concernant le nombre de morts, ça s'accélère aussi avec 23 décès supplémentaires en 1 semaine, soit un total de 164 décès depuis le début de la pandémie. Et on va en parler dans quelques instants avec Claude Rolls. La ville de Nîmes, du coup, il y a quelques instants, vient d'annoncer un nouveau centre de dépistage. C'est ça, celui du Parnasse, qui a été installé il y a quelques semaine est saturé. On est à plus de 1000 personnes testées par jour et 50% sont des Nîmois, mais il y a 13% des patients testés qui viennent au-delà du Gard. Et donc la ville de Nîmes avec l'ARS à partir du jeudi 12 novembre, donc un nouveau centre qui sera dans la salle des expositions du stade des Costières à l'intérieur. Cette fois-ci, toutes les informations sur le site Objectif Gare. Hier soir, on a évoqué la grève des agents des services de collecte sur le territoire de Beaucaire, Terre d'Argence. Ils ont repris du service ce matin. Craignant pour leur emploi et une baisse de leur salaire à cause d'un projet d'externalisation d'une partie de leurs prestations, les personnels ont finalement trouvé un accord avec les élus de la CCBTA et comme on le voit, le ramassage des ordures a repris ce matin, notamment à Beaucaire. Écoutez cet agent Mohamed Bougrini au micro de notre journaliste Stéphanie Marin. Alors aujourd'hui on va bosser au minimum jusqu'à 15h, 15h30, 16h, voire peut-être 17h. Enfin, on va rattraper le temps perdu parce qu'on va tous se baser sur le centre-ville, essayer au maximum de dégager le centre-ville parce que là c'est plus possible. Et avec tous les agents qui sont réquisitionnés et ensuite quand on aura fini, on se basera plus sur les extérieurs de la ville. On ne compte pas le temps, comme on a dit, on s'est engagé. Les heures supplémentaires ne seront pas payées aujourd'hui, on en prend conscience et on joue le jeu comme la direction a joué le jeu avec nous. Sur ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde joue le jeu, tout le monde sera là jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci sur ça. Sans transition, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, s'est exprimée aujourd'hui en visioconférence. Et oui, dans le cadre de ce deuxième confinement, elle a présenté quelques mesures. Alors, par exemple, ce qu'on peut retenir, c'est que 15 000 jeunes occitans vont recevoir 2 masques lavables Made in Occitanie, puisque c'est obligatoire dès 6 ans maintenant à l'école. La plateforme d'Amazon, repris de Amazon, la campagne publicitaire qu'avait fait la région, va permettre d'acheter localement, notamment des cadeaux de Noël et faire vivre le territoire. Ça sera opérationnel dès le 12 novembre. Et puis, la région travaille également sur une aide concernant les loyers. La région en prendra une partie à sa charge pour passer ce cap très difficile, a commenté la présidente. On poursuit avec la mise en place d'une navette confinement à Nîmes pour aider les personnes âgées et les commerces locaux. C'est le réseau Tango qui a mis en place ce service gratuit pour les personnes de 65 ans et plus, afin qu'elles puissent tout simplement réaliser leurs achats de première nécessité auprès des commerçants locaux, les Halles de Nîmes, le Mas des agriculteurs ou encore le marché Jean Jaurès, depuis leur domicile. Donc 2 déplacements aller
retours sont prévus et sont disponibles par personne du lundi au samedi, selon les ouvertures des commerces. La réservation est obligatoire la veille. Toutes les informations sur le site Objectif Gare. Et on termine avec un mot de sport, puisque c'est une bonne nouvelle. Les handballeurs de l'USAM Nîmes Gare vont continuer à jouer. Et oui, à huis clos, le Parnasse sera bien vide évidemment, mais le championnat va se poursuivre conformément à ce qu'avait annoncé le gouvernement la semaine dernière et que le sport professionnel pouvait continuer. Ils ont mis quelques jours, les instances dirigeantes du handball, pour se décider. Il fallait choisir le moins mauvais des scénarios, a réagi David Tebib, le président de la LNH, également président de l'USAM. Et donc les Nîmois, la reprise est prévue pour le 14 novembre face au PSG ou alors 3 jours avant, le 11 novembre, pour un match reporté face à Istres, si c'est acté par la Ligue, normalement d'ici quelques jours. Merci Corentin pour toutes ces informations. Vous restez avec moi pour interroger M. Rolls. Monsieur Rolls, rebonsoir. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Bon, la première question forcément qu'on souhaite vous poser, c'est quelle est la situation sanitaire précise ce soir dans le département ? Ce soir, dans le département, la situation est toujours aussi grave. Si on devait prendre, et vous avez parlé des questions de tension hospitalière, et vous avez montré les graphiques, mais si on devait aussi donner un des indicateurs, et pas le seul, c'est le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes nouvellement contaminées par 100 000 habitants en une semaine. Donc ça fait maintenant 4 jours que nous sommes sur un petit plateau, mais à plus de 610 en termes de taux d'incidence. Et pour représenter pour la population nîmoise, pour le Gard, aux alentours de 740 000 habitants, ça fait à peu près 4 500 nouvelles personnes détectées positives par semaine, ce qui est assez important, même très important, et c'est encore les personnes qui se font tester. Donc on peut penser qu'il y a encore plus de personnes porteuses ou contaminées par le Covid. Mais Monsieur Rolls, les chiffres, vous êtes en train effectivement de nous l'expliquer, ils sont très alarmants. Hier soir, ont été annoncées 300 personnes hospitalisées dans le département du Gard. Est-ce que finalement, avec les chiffres qui continuent et que vous nous annoncez en termes de taux d'incidence, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que les hôpitaux du département sont en capacité aujourd'hui d'accueillir encore plus de malades dans les prochains jours ? Les hôpitaux et les professionnels de santé vont essayer de tenir. Vous savez que, en fait, dans la question, on a évidemment plusieurs façons d'agir. La première façon d'agir, c'est d'augmenter la capacité des hôpitaux et pas d'augmenter d'une façon artificielle. C'est-à-dire, en fait, il y a eu d'abord des autorisations dérogatoires pour les services les plus pointus, en particulier la réanimation. Donc, et ça, c'est le directeur général de l'ARS qui vient d'augmenter une certaine capacité sur Alès, sur Nîmes. Ensuite, il y a la question des déprogrammations qui permettent de libérer des équipes et aussi des places pour permettre de prendre en médecine, parce qu'il n'y a pas que les réanimations, il y a aussi des hospitalisations qu'on appelle conventionnelles dues au Covid. Donc, et puis, il y a la question que nous avons mise en place la semaine dernière, c'est-à-dire des transferts vers d'autres hôpitaux, soit à l'intérieur de la région, soit hors de la région. Juste pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à la réanimation, c'est pour absorber le flux ou c'est pour prévoir de nouvelles arrivées Est-ce qu'il y a encore des places à réanimation ou... Eh bien, il y a bien sûr encore des places, parce que le taux d'occupation par des patients Covid est à peu près un peu moins de 2/3 des places de réanimation. Mais ces places de réanimation, même pour les personnes non positives au Covid, il faut les garder. Il y a encore des opérations qu'il faut maintenir pour des patients qui sont très graves. Donc c'est important et ces évacuations sont ou ces transferts sont parce qu'il faut garder un potentiel de place pour permettre justement l'arrivée de ces patients que malheureusement on prédit avec des indicateurs aussi dégradés. Est-ce qu'ils sont prévus ces transferts dans les prochains jours ? Alors pour l'instant, évidemment, et quel que soit le département, évidemment il y a toujours des scénarios de transfert de patients. Pour l'instant, nous ne les avons pas mis en œuvre, mais en fonction de la situation, et c'est des décisions au jour le jour qui sont prises. Une question qui revient régulièrement, c'est un reproche qui est fait aussi au gouvernement. Pourquoi on n'a pas mieux anticipé cette seconde vague ? Pourquoi on n'est pas arrivé à constater plus rapidement que les taux commençaient à monter et qu'il y avait une nécessité de mieux s'organiser pour prendre en charge ?
Eh bien, la question, c'est alors la seconde vague ou le second épisode, comme on veut. Évidemment que d'abord, il était assez attendu, assez prévisible, et à la rentrée de septembre, on voyait une augmentation, qui avait une certaine maîtrise. Évidemment, les hôpitaux sont prêts, et les professionnels de santé sont prêts, et après juste la mi-octobre, entre les 18 et le 20, il y a eu une augmentation, mais vraiment phénoménale. Exponentielle. Qui a évidemment saturé, ce qui a mené... Elle était impossible à prévoir. Non, elle était impossible à prévoir, puisque on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays, et cette question d'explosivité, on ne la constate pas que dans le Gard, on la constate sur tout le territoire national, on la constate dans d'autres pays européens, et c'était... quels que soient les modèles de prédiction, c'était difficilement prévisible. La montée, oui, mais aussi exponentielle, c'était impossible. Vous avez parlé de milliers de nouveaux cas chaque semaine dans le Gard. Est-ce qu'il faut mettre des restrictions plus importantes? Est-ce qu'on peut couper cet élan? Nous devons couper cet élan. C'est pas on peut, nous devons. C'est une volonté collective et aussi individuelle. D'abord, il y a des mesures qui ont été prises avec le confinement qui a été décidé la semaine dernière. On va regarder les mesures qui sont appliquées et regarder d'abord leur effet. Peut-être que là aussi, collectivement, il n'y a pas eu une appréhension encore tout à fait intégrée de ce nouveau confinement, avec peut-être quelques jours un petit peu de décalage entre l'appréhension ou pas. Est-ce que ce choix de faire un reconfinement qu'on appelle un peu light, partiel, où les gens continuent à aller travailler, où les enfants vont à l'école, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que finalement on n'aurait pas dû faire un reconfinement comme au printemps dernier, c'est-à-dire beaucoup plus strict? La question est difficile. On pourra observer et analyser après. La question est assez essentielle par rapport aux mesures. Un confinement est toujours une mesure de restriction, vraiment, même si vous l'appelez light. L'autre question aussi, c'est que le pays doit vivre avec le virus. Il faut s'en rendre compte, ça. C'est pas parce qu'on va confiner un mois et ça y est, tout va être comme avant, ça y est, on va oublier le virus. Non, ce n'est pas ça et ce n'est pas vrai tant que nous n'aurons pas des moyens soit de traitement, soit des moyens vaccinaux. Nous serons soumis éventuellement, voire à un troisième épisode. C'est ça. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre, certes qui est fragile, entre un confinement où tout s'arrête, avec tout ce qui a pu arriver en raison des arrêts, du point de vue même de la santé des personnes, du point de vue de l'économie, mais ça, c'est pas mon sujet. La question d'essayer de trouver les modalités de vivre avec. Et c'est vraiment une appréhension collective, mais aussi personnelle, de dire, voilà, je suis peut-être confiné, mais quand même je garde une activité, mais je dois limiter mes contacts sociaux, je dois respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve le Gard, est-ce qu'on peut quand même continuer à dire qu'il faut vivre avec? Est-ce qu'au vu des chiffres que l'on voit arriver, au vu du nombre de morts, nous, selon nos informations, on a 17 décès au CHU de Nîmes en 4 jours. Est-ce que c'est tenable les prochains jours encore de rester dans ce même reconfinement, ou est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à la fermeture des lycées pour qu'il y ait beaucoup moins d'adolescents qui se déplacent et qui sont à l'extérieur? Bien sûr que la question des mesures que peut, ou une autorité sanitaire peut donner en termes d'avis... vous aviez été proactif, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, vous aviez été proactif sur le couvre-feu notamment, pour le département du Gard. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je présume que vous faites remonter aussi exactement nécessité un certain nombre dont nous discutons bien sûr au niveau du Gard avec monsieur le préfet et au niveau bien sûr des autres départements en fonction de l'évolution sanitaire et je ne vous cache pas que l'évolution n'est pas bonne, même si on voit depuis 4 jours une stabilisation, mais d'un plateau qui est quand même trop haut, avec un taux de reproduction virale qui est vraiment très haut et d'autres indicateurs qui sont vraiment très dégradés. Donc il faut agir.
Ça, c'est évident. Il faut peut-être renforcer, mais est-ce qu'on renforce des mesures ou est-ce qu'on applique déjà au mieux celles qui ont été énoncées? Ça, c'est une question dont nous allons parler avec Monsieur le Préfet pour voir qu'est-ce qui doit être mis en place et peut-être très prochainement. Un mot des EHPAD, peut-être. Nous en sommes où dans le département aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vive inquiétude sur les établissements? Oui, il y a une vive inquiétude, mais tous les secteurs, mais ce sont ces établissements, évidemment, hébergent des personnes qui sont très fragiles. Et nous avons, en fait, il ne faut pas le cacher, quasiment tous les jours des signalements et avec quelquefois des événements beaucoup plus graves où quand même quasiment l'ensemble de l'établissement est touché et avec vraiment des situations très critiques. Quand on vous entend parler ce soir, on est un peu moins de 2 mois des fêtes de Noël. On sait qu'évidemment, ça peut évoluer très vite dans un sens comme de l'autre, mais on se dit on ne peut pas faire un confinement jusqu'au 1er décembre et après que les gens aillent se voir en famille, embrasser mamie, si on peut dire entre guillemets. Comment vous voyez ça? Sont menacées ces fêtes de Noël? Comment... Elles devront se passer autrement que d'habitude. C'est évident. C'est évident. On ne va pas cacher qu'il va falloir prendre face à ça. On verra ce que les autorités décideront pour une poursuite éventuellement du confinement ou un arrêt du confinement ou une évolution du confinement. Ça sera en fonction des indicateurs et vous voyez qu'on les suit quand même au jour le jour au point de vue de la situation. Et puis aussi, mais je pense que les soignants en appellent aussi. Ils ont été beaucoup applaudis, beaucoup entendus au printemps. Et je pense que là, peut-être qu'on n'arrive plus à les entendre et il faut les entendre. Les soignants sont épuisés, la situation est dramatique. Donc vraiment, il faut prendre conscience de ça et que par rapport à des gens qui sont hospitalisés gravement, par rapport à des soignants, par rapport à des personnes qui meurent, même les fêtes de Noël, si elles sont emblématiques et absolument nécessaires, on doit les envisager autrement. Oui, mais comme vous dites autrement, c'est très bien que si on ne les interdit pas, entre guillemets, les gens vont quand même se réunir et le virus... Eh bien, on verra à ce moment-là si on interdit beaucoup plus des déplacements pour éviter ça. Depuis quelques jours, les pharmacies peuvent également procéder à des tests. Est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu les modalités? Parce que n'importe qui se présente aujourd'hui en pharmacie, dit « je voudrais faire un test » parce que le résultat, on l'obtient assez rapidement. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer aujourd'hui à qui sont destinés ces tests ? Alors, ces tests qui sont maintenant possibles en pharmacie, mais je le répète aussi en médecine de ville et aussi par les infirmiers libéraux, donc il ne faut pas oublier tous ces acteurs, en fait, sont des tests avec le même type de prélèvement que pour un test classique de RT-PCR, mais sont après ce qu'on appelle un test rapide d'orientation diagnostique, où un résultat est possible sur place en 20 à 30 minutes au maximum. Donc ça, c'est important pour compléter, parce que ce n'est pas pour remplacer, mais pour compléter l'offre. En particulier, vous parliez du Parnasse tout à l'heure, qui sont absolument importants. Et c'est normalement destiné dans ce type d'approche de professionnels libéraux pour des personnes symptomatiques, avec, j'allais dire, une expression des signes de moins de 4 jours. Voilà, ça c'est important pour des personnes normalement qui ne sont pas fragiles ou pas âgées, mais un nouvel arrêté ministériel va préciser normalement d'ici 24 heures un petit peu les choses pour les rendre beaucoup plus lisibles pour les professionnels, pour le public, et ça pourra être un accès. Bon, beaucoup de pharmaciens et beaucoup d'infirmiers se lancent, peut-être plutôt sur rendez-vous que quand même d'une façon comme ça aléatoire, mais ça sera un complément absolument nécessaire. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'après, il y aura toute la question de la traçabilité, parce que traçabilité, pour que l'assurance maladie puisse suivre les positifs et aller chercher les cas contacts et ainsi de suite. Justement, en plus, on a eu quelques retours de pharmaciens. C'est les premiers jours, mais c'est assez compliqué à se mettre en place parce qu'il faut que le personnel soit volontaire pour le faire. Il faut une pièce dédiée. Je sais qu'aussi par rapport à la plateforme ARS, mais il faut le temps que ça se mette en place, qu'il y a eu certains couacs. On a eu comme retour. Voilà, c'est long à se mettre en place et toutes les pharmacies ne peuvent pas forcément
proposer ce service. Voilà, de toute façon, c'est sur le volontariat d'une pharmacie. Ce n'est pas une obligation pour une pharmacie. Il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle forme ses personnels, il faut qu'elle puisse prendre toute la question de la plateforme. Les questions de couac, ce n'est pas une question de couac, hein, c'est juste, en fait, tout ce qui est d'abord signalement à l'assurance maladie pour faire les enquêtes des brigades sanitaires. Ça, normalement, c'est prévu. Et toute la question, ce n'est pas tellement l'ARS, c'est-à-dire c'est qu'on suive. Parce que je vous parler de taux d'incidence, si on ne suit pas ces résultats positifs, on va avoir en fait arbitrairement une descente du taux d'incidence. On se dira, ça y est, on est sorti d'affaire. Or, c'est parce que les données ne seront pas rentrées. Et oui. Donc voilà. 2 questions rapides de nos lecteurs. La première question, est-ce qu'il y a des disparités dans le département du Gard, notamment liées à ce taux d'incidence? Est-ce que c'est plus fort? On le sait, à Nîmes, mais est-ce qu'on le retrouve également dans d'autres territoires? Bien sûr, hein, au-delà d'un taux moyen, on voit qu'au niveau de chaque communauté de communes, chaque communauté d'agglomération, on voit bien sûr des disparités, mais j'allais dire les disparités qu'on pouvait voir il y a 2 semaines avec, j'allais dire, des seuils d'alerte où, si on le rappelle, il y avait même des territoires où ils étaient à moins d'un taux d'incidence de 50. Maintenant, on est, même si la métropole de Nîmes est beaucoup plus haut que 610, on retrouve quand même une fourchette qui est assez homogène et qui dit que de toute façon, quel que soit le territoire, même très rural, on a des taux d'incidence très élevés. La dernière question, là aussi d'un de nos lecteurs, quel est le profil des personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, on parle beaucoup des personnes âgées qui sont hospitalisées et ensuite en réanimation. Est-ce que là aussi, c'est des profils que l'on retrouve à l'heure actuelle? Oui, c'est les profils, ça n'a guère changé du printemps. Hein. Les personnes, avec une hospitalisation au-delà de 70 ans, hein, c'est vraiment peut-être jusqu'à 80% des personnes hospitalisées parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles, avec peut-être de multiples pathologies qui font qu'elles sont peut-être plus sensibles à ça. Mais il faut savoir qu'on retrouve aussi des personnes jeunes, même si c'est plus rare. C'est pour ça que la question de dire c'est pas grave, on est jeune, sauf que lorsque ça arrive, c'est quand même très très problématique avec des réanimations à 30 ans, voire même moins. Quand vous dites jeunes, juste ça peut aller jusqu'aux enfants, parce qu'on sait que juste pour les gens qui nous écoutent, souvent on a dit les enfants c'est pas un danger, là on leur met le port du masque dès 6 ans. Est-ce que c'est une mesure que vous trouvez logique et cohérente ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'interrogent aussi par rapport à ça. On voit ces enfants devoir porter le masque, mais est-ce que ça a vraiment une utilité? Oui, ça toujours. Alors, on a la différence entre efficacité et utilité. Efficace à 100%, il n'y a jamais de mesure efficace à 100%. Utile, oui. D'abord, utile d'un point de vue, j'allais dire, de contamination, c'est utile. C'est aussi pédagogique, parce que il faut savoir, et d'ailleurs, peut-être même des enfants le demandent, mais pourquoi moi je ne porte pas le masque alors que mon grand frère, ma grande sœur le porte? Donc, je vais dire, c'est aussi une question peut-être de lisibilité, à condition qu'ils puissent bien sûr le supporter. Donc c'est absolument essentiel. Merci beaucoup Monsieur Rolls d'avoir été avec nous ce soir dans 19h le live. Allez, je vous propose à présent de découvrir notre reportage du jour. On est parti à la rencontre de Christophe Bett, le directeur de Culture Espace, le gestionnaire des monuments antiques nîmois. La période estivale a permis de limiter la casse. Ce dernier prépare activement 2021 avec l'espoir de voir les grands jeux romains ou les nuits de Nemos de retour dans les arènes. Malgré une saison touristique 2020 tronquée, Culture Espace, gestionnaire des monuments antiques nîmois, a néanmoins pu limiter la casse, notamment grâce à la période estivale, comme l'explique son directeur Christophe Bett. En juin, évidemment, on fait une reprise un peu timide mais progressive. On monte très fortement en juillet-août, en arrivant en moyenne sur juillet-août à 85% de la fréquentation 2019. Donc c'est plutôt un bon score pour une année de reprise, enfin pour une période de reprise. Et donc en septembre, ça rediminue en dehors des périodes scolaires, notamment par le fait qu'on n'a plus de groupes, on a une perte totale des groupes, et ça revient sur les vacances scolaires de la Toussaint. L'annonce de cette deuxième fermeture est intervenue comme un coup de massue, mais les équipes pensent déjà à la reprise. On va travailler à préparer la reprise du 1er décembre et puis ensuite on va
continuer ce qu'on a toujours fait, consolider les procédures, améliorer le produit pour être prêt à repartir dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions, aussi bien sanitaires que culturelles et de visite au 1er décembre. Pour garder le sourire, Christophe Bette pense à 2021 où il espère voir la renaissance des grands jeux romains et des nuits de Nemos, 2 spectacles qui ont dû être annulés en 2020. Et on continue à travailler dessus, c'est d'ailleurs parmi les dossiers qu'on garde en sous-main pendant cette deuxième période de confinement et je pense que ce sera 2 beaux spectacles si on arrive à les faire dans de bonnes conditions. Allez, à présent, c'est l'heure de Mercredi Culture. Et on accueille tout de suite sur notre plateau Fred Jumel, le directeur de la scène musicale Paloma. Bonsoir Fred. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir avec moi ce soir. Merci beaucoup. Vous allez bien Fred ? Moi également aussi. Le cadre est sympa, donc bon, c'est écoutez, c'est cool. Alors Fred, on le sait, depuis le reconfinement, les salles de spectacle sont fermées. Pour autant, on avait envie dans cette émission, en fait, de se remémorer quelques moments sympas à Paloma. Et ces plus beaux moments depuis 8 ans, vous en avez un particulièrement en tête, je crois, ce soir, et c'est de celui-là que vous aviez envie de nous parler. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments qu'on a partagés durant ces 7-8 années qu'on a vécu à Paloma. Là, ce soir, en fait, on pourrait vous rappeler celui de Stromae. C'est vrai que Paloma fait des résidences de manière assez régulière et Stromae, en 2013, était venu préparer son spectacle. On le voit en image, effectivement. Exactement, il était venu préparer son spectacle à l'occasion de la sortie de son 2e album qui s'appelait Racine Carrée, qui a été un véritable succès puisque en fait ce spectacle a joué sur plus de 200 dates sur 25 pays du monde. Ouais, c'était juste incroyable. Donc ça a été un phénomène assez incroyable et voir ce spectacle se réaliser dans nos locaux sous nos yeux a été quelque chose d'assez incroyable. Et Fred, vous avez une anecdote, quelque chose d'un peu sympa sur toutes ces étapes de création de ce spectacle? Alors les étapes de création, il y en a plein, hein. C'est vrai qu'on voit les artistes quand ils arrivent sur un lieu comme le nôtre, ils imaginent un petit peu le spectacle qu'ils vont créer, mais après il va falloir le mettre en œuvre. Et donc du coup il y a beaucoup de calage technique et autres, et notamment ils connaissent pas forcément les équipes techniques, les vidéastes, les scénographes qui vont travailler avec eux. Donc il y a toute cette pression un peu qui arrive. Et une anecdote que je pourrais retenir sur cette création-là, c'est un jour Stromae nous demande si on connaissait un perruquier, il avait besoin d'une perruque, donc on ne savait pas pourquoi. Et c'est en fait le moment où il a commencé à imaginer son visage découpé sur le morceau Tous les mêmes, où en fait il joue le rôle du couple avec l'homme et la femme qui se retournent. Et donc en fait la perruque a été créée à Nîmes. Ah mais c'est génial. Bon, un moment aussi peut-être de coulisses, parce que ça, forcément, les téléspectateurs sont peut-être friands de ça. De moments aussi, de coulisses avec Stromae. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ? Je crois que le moment le plus fort sur les coulisses, c'est à la sortie de la première représentation, puisqu'en fait il y a eu 7 jours de travail plus 2 spectacles qui se sont enchaînés sur 2 jours de suite. Et à la sortie de la première représentation, Stromae était assez déçu de sa prestation. Ah bon Il trouvait qu'il n'avait pas assez fait vivre le spectacle et autres. C'est quelqu'un qui est très exigeant, pointilleux. On imagine très extrêmement perfectionniste. Et donc nous on comprenait pas parce qu'on avait trouvé que le spectacle était magnifique, le public était sorti ravi de l'expérience, etc. Et on a passé la soirée à rediscuter un petit peu de l'ensemble du spectacle, etc. Et à la fin de la soirée, Stromae me dit mais en fait j'ai compris ce qui n'allait pas. En fait c'est comme si j'avais invité des gens à venir manger à la maison, que j'avais cuisiné pendant toute la soirée et que je m'étais pas assis à table avec eux. Et c'est ça la magie d'une création, c'est aussi l'artiste qui prend conscience que en fait, derrière toute la technique, derrière toute la scénographie, le travail qu'il a fait, et bien en fait il faut à un moment donné s'oublier pour partager le moment avec son public et en profiter pleinement comme eux. Merci beaucoup Fred, j'étais ravi de t'accueillir ce soir sur notre plateau. J'aimerais bien que tu reviennes mercredi prochain pour nous raconter d'autres souvenirs, d'autres anecdotes, d'autres moments sacrés à Paloma. Jusqu'à que ça ouvre, il faut que ça rouvre. Donc, voilà. Eh bien, pourquoi pas, avec plaisir. Merci Fred. Allez, on part dans le Gard.
Et je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Stéphanie Marin. Elle est partie à la rencontre de Gilles Dumas, le maire de Fourques. Renforcement des mesures sanitaires dans les écoles, appels téléphoniques quotidiens aux personnes âgées. Le maire a fait le point sur la manière dont s'organise sa commune en cette période de reconfinement. Et oui Abdel, je suis avec monsieur Gilles Dumas, le maire de Fourques. Alors nous sommes devant l'hôtel de ville. La première question que je voulais vous poser, monsieur Dumas, c'est comment la commune s'organise en cette période de reconfinement? Surtout en s'appuyant sur l'expérience du premier. Et dans ce deuxième confinement, les commerces les plus touchés sont les restaurateurs évidemment et nos coiffeurs aussi, qui sont en nombre important sur la commune. Voilà. Et puis ce qui nous touche le plus, ce qui nous concerne le plus, ce sont les écoles, évidemment. Et heureusement que le monde du travail et les écoles ont pu rester ouvertes, c'est le grand changement. On s'est organisé en s'appuyant sur l'expérience du premier confinement, puisque nos écoles sont restées ouvertes pour l'accueil des enfants d'hospitaliers. Donc ça nous oblige à davantage de traitement de l'hygiène, donc les poignées de porte, les salles, à l'aération, beaucoup plus que d'habitude. Et ensuite surtout d'éviter le brassage des élèves. Et là les enseignants sont formés et dirigent ça de main de maître en faisant très attention à aux mesures sanitaires. Vous avez également pensé aux personnes âgées pendant cette période de reconfinement? Oui, et oui, parce que c'est toujours la population la plus vulnérable. Voilà. Et comme pour la première fois, mais de manière renforcée ce coup-ci, on appelle les personnels du comité communal d'action sociale, quelques bénévoles, appellent tous les jours les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, leur rendent visite et surtout en cette période d'attentat, soutiennent leur morale parce que ça pourrait les affecter de manière encore plus importante que le Covid. Alors, autre sujet qui concerne les personnes âgées, chaque année vous organisez un repas communal. Il n'aura pas lieu cette année, il aurait dû avoir lieu au mois de décembre, mais pour cause de reconfinement, il n'aura pas lieu. Oui, comme pour toutes les communes, c'est un rendez-vous qui est très attendu, mais cette année, effectivement, il n'aura pas lieu et nous avons décidé que l'argent que nous aurons consacré à ce repas soit destiné aux sinistrés des Cévennes dans le Gard et de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Malgré cette période de reconfinement, le travail continue en mairie. Ce matin, vous avez eu une visioconférence concernant le projet Rhône A7. Quelles sont les nouveautés là? On en est où? Alors, ça c'est un grand projet, puisque piloté par monsieur le préfet Lalanne. C'est un projet qui concerne le devenir d'un canal historique entre Beaucaire, le Rhône et Sète. Nous avons déjà fait une grande réunion plénière au Pont du Gard pour exposer une étude faite par la Direction générale de l'environnement et du développement durable. Et ce matin, c'était une conférence avec les élus du territoire, c'est-à-dire les maires de Palavas, de Sète, jusqu'aux maires de Beaucaire, tous les maires qui ont leur village au bord du canal. Et prochainement, il y aura une consultation citoyenne sur le devenir de ce canal qui a plusieurs vocations, une vocation économique, évidemment le transport des marchandises, mais qui a aussi maintenant une vocation touristique indéniable et qui avait aussi une vocation qui a été mise en avant ce matin, une vocation de traitement des eaux pluviales, des eaux de communication entre les étangs et la mer, ou inversement la mer et les étangs, parce que quand il y a trop d'eau qui tombe du ciel, il faut l'évacuer. Et ce canal a ce rôle historique depuis sa création. Merci beaucoup, monsieur Dumas. Voilà, merci à vous. C'est déjà la fin de 19h, le live, mais uniquement la première partie. On revient dans quelques instants. Notre invité pour 19h, le live, la suite, c'est Benoît Rouag, le président de l'Université de Nîmes. Avec lui, on va parler de l'organisation de l'établissement en plein reconfinement. Vous aurez également les coups de cœur culture de notre journaliste confiné chez lui, Thierry Allard. Restez avec nous, on revient dans moins de 5 minutes. À tout de suite.